Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello et bienvenue pour ce 8e épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, j'enregistre depuis le campus de PSE et je le fais pas seule. Mon invité s'est lancé le défi de rejoindre le Cambodge à pied, à vélo, en scooter, en stop, en bus, en train, en bateau, en kayak ou en téléphérique. Bref, vous l'aurez compris, tous les transports étaient bons à prendre sauf l'avion. Ainsi, elle cumule 15 pays au compteur de cette impressionnante traversée et la voici bien arrivée après un périple d'environ 4 mois pour débuter la deuxième partie de son projet, un volontariat de 6 mois pour un sourire d'enfant. Je vous présente Lisa, aka Lily Crazy Journey sur Instagram. Bonjour Lisa, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Je me suis pas trompée sur l'intro? Non, c'est exactement ça. Ok. Il y a même eu un kayak. Allez, parfait. Merci d'avoir accepté de podcaster avec moi. Cet épisode sera découpé en 3 parties. Tout d'abord avec l'avant-projet, puis le pendant et enfin l'après-voyage. Et on abordera notamment ton volontariat à PSE. Est-ce que t'es prête? Yes. Ok, parfait. Est-ce que tu peux du coup te présenter? Je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans. Je fais mes études à Bordeaux en relations internationales. Et voilà. Parfait. Est-ce que tu peux décrire ton projet? Alors, le projet, c'était de faire une année de césure pour prendre l'air, pour voyager, etc. Et j'avais PSE qui me trottait dans un coin de la tête depuis le lycée où j'avais vu le film Les Pépites. Aussi, mon master est vachement en rapport avec les actions humanitaires, etc. C'est un peu ce que je veux faire plus tard. Donc, j'ai réussi à combiner, je sais même plus comment ça s'est ficelé dans ma tête, mais j'ai réussi à combiner un volontariat à PSE en passant les entretiens, etc. Comme il me restait 4 mois de l'année à occuper, je me suis dit que j'irais sans prendre l'avion parce que j'adore faire du stop, j'adore voyager, que j'avais pas envie de prendre l'avion pour aussi des raisons écologiques. Déjà, je partais à l'autre bout du monde, c'était déjà super. Donc, autant le faire le plus éco-friendly possible. Sympa. Comment ont réagi tes proches quand tu leur en as parlé? Tout le monde, en vrai, c'était un peu tout le temps la même réaction de mes proches qui m'encourageaient, etc. Ils étaient en mode, ouah, t'es complètement folle, mais en vrai, ça te ressemble comme projet et ça te colle à la peau et tu vas trop kiffer et voilà. Mes parents voulaient que je parte avec une pote. Ils étaient en mode, en vrai, trouver une copine, s'il te plaît, pars pas toute seule. Ok. J'ai jamais cherché de copine, donc voilà. Et en vrai, ils étaient habitués à ce que je fasse du stop pendant les vacances, l'été et tout, donc c'était pas non plus paniqué, mais ils étaient pas hyper à l'aise avec le fait que je sois toute seule pendant 4 mois. Ouais. En plus, à l'étranger, c'est encore autre chose. Oui, je voilà. pense. Dans l'esprit d'un parent, j'imagine un peu, c'est un challenge en plus. Exactement. Et du coup, comment tu t'es préparée? Déjà, j'ai commencé par contacter PSE quand même pour qu'ils soient au courant. J'ai passé les entretiens pour le volontariat, ça s'est fait dans la procédure classique assez rapidement. Ouais. Mais après, j'ai vachement parlé avec l'équipe de com à Paris pour qu'elle m'aide pour la mise en place de la cagnotte. Oui, parce que du coup, en même temps que tout ce voyage, en fait, je me suis dit ça va intéresser les gens que je traverse la planète sans avion, etc. Je peux en profiter pour parler aussi de PSE et du coup, il y a une cagnotte qui a été mise en place avec l'aide de Constance qui m'a aussi expliqué comment parler de PSE, ce qu'il fallait dire et ne pas dire, pour rester en accord avec les valeurs de PSE et tout. Mm-hmm. Et pour préparer le voyage en soi, fallait que je regarde la situation politique des pays et les frontières. Il y a des frontières qui sont juste fermées, donc par exemple, je pouvais pas passer par l'Azerbaïdjan, donc j'ai été obligée de passer par la Russie, des trucs comme ça, un peu folklorique. J'avais pas spécialement envie de passer par l'Iran avec les conditions des femmes en ce moment, des choses comme ça. Fallait que je me renseigne pour les visas. En fait, c'était surtout ça, du gros administratif d'ambassade, de frontières, de visas, de machin. Mais sinon, la préparation psychologique, fallait juste que j'ai la déterre et que je sois à l'aise avec le stop. Voilà, ça a été. Les visas, tu les as préparés à chaque fois à l'avance? Ouais, comme je savais que j'avais que 4 mois pour atteindre ma destination, il valait mieux que je fasse tous les visas avant de partir à Paris. Parce que quand on te donne un visa, t'as 3 mois pour rentrer sur le territoire. Ouais. Du coup, ça matchait, la Chine, j'y suis arrivée en moins de 3 mois, etc. J'ai tout fait avant de partir pour être l'esprit léger. Donc t'avais quand même des deadlines et tu savais exactement ton parcours, dans les grandes lignes évidemment, mais tu savais par où t'allais passer, quelles étaient tes deadlines, etc. Dans les grandes lignes, ouais, mais parce qu'en fait, c'est un peu proportionnel à la taille du pays, tu vois. La Chine, c'est tellement immense et le visa, c'est 1 mois. Je savais que je voulais passer le mois entier pour rentabiliser le visa et pour profiter du pays. Le Vietnam, c'est immense. Je savais que je voulais 1 mois aussi. Et par contre, la Bulgarie, j'y ai passé genre 4 heures, quoi. Ok. J'ai juste traversé pour profiter de l'Asie. Et du coup, comment t'as préparé ton sac?
Ça, j'étais un peu habituée pendant mes trips en stop l'été aussi. Mais clairement, cet été, c'était le crash test. J'allais de Paris jusqu'au sud de l'Albanie en stop, en 8-9 jours, et revenir, etc. Du coup, c'était mon sac, c'était mon crash test, et j'ai vu à la fin des 10 jours tout ce qui était utile ou pas, et ce qui m'avait manqué, etc. Du coup, en fait, la règle numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit léger, parce que tu le portes tous les jours. Ça fait mal aux épaules, c'est chiant. Même les locaux, ils étaient hallucinés. Genre, les enfants dans les villages, ils essayaient de soulever mon sac. C'était le challenge local. Le mieux, c'est que ce soit léger. Et tu te dis que si te manque absolument un truc, tu pourras l'acheter n'importe où. Moi, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on me dit qu'il faut que ça soit moins de 10% de ton poids. Voilà, pour marcher toute la journée. Après, Saint-Jacques, c'est de la rando toute la journée. Aussi, c'est différent. Mais même moi, quand je faisais du stop, je devais marcher 1 heure, 2 heures parfois. Il aurait fallu, mais pas du tout. Mon sac faisait presque 15 kilos. Et je vous laisse faire le calcul. Et du coup, t'avais aussi anticipé ton budget? Oui. Oui, parce que les finances, c'était pas infini. Après, de toute façon, comme j'ai fait du stop la plupart du temps et que je dormais chez l'habitant, ça limite énormément les dépenses. Je devais juste faire des dépenses pour la nourriture et toutes les visites, etc. Les extras, les petits cadeaux pour la famille. Mais en gros, j'avais un budget de 2000 € pour 4 mois de voyage. Donc, à peu près 500 € par mois, sauf que c'était pas vraiment régulier. En Europe et en Turquie, j'ai dépensé beaucoup moins et en Chine, j'ai dépensé un peu plus. D'accord. Ok. Et t'avais aussi anticipé tous les moyens de transport, du coup? Pas du tout. Les moyens de transport, je suis vraiment partie dans l'idée faire du stop au max, mais il faut pas que ça devienne une contrainte. Donc si je suis crevée, que j'ai vraiment besoin de dormir pendant 15 heures d'affilée et que je prends un train de nuit, c'est pas grave. Donc ça, c'était un peu au feeling. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es vraiment posé justement comme ça pendant ton voyage, où tu t'es dit ok, là pendant 1 ou 2 jours, je reste à cet endroit et je fais rien du tout, je ne bouge pas? 1 ou 2 jours, c'est très gentil. Je suis restée 1 semaine à un endroit. Ok. Ouais, des fois je restais. En fait, pour visiter, non, je faisais jamais rien parce que j'ai un peu un problème avec ça. J'arrive pas à me dire que rien faire c'est bien. Et j'étais en mode je voyage que 4 mois, je veux absolument voir plein de trucs, etc. Bon, c'est pas forcément sain parce que l'esprit a besoin de se reposer. Ouais, aussi. Bien sûr. Même le corps, parce qu'au final, ça reste un 4 mois assez éprouvant pour le corps qui est en mouvement tout le temps, tu vois. Ouais, exactement. Donc non, j'ai pas vraiment rien fait à des moments, mais il y a quand même, quand je suis restée 1 semaine dans la même ville au Kazakhstan, je fais la grasse mat, cool. Comme ça, quoi. Incroyable, genre jusqu'à au moins 10 heures. Ouais. Souvent, tu te levais tôt? Ouais. Comme le soleil se couche tôt et je veux pas faire de stop la nuit, j'essayais de me lever pas avec le soleil, mais de commencer la journée vraiment à 7h30, 8h sur les routes. Et les gens, ils font beaucoup de voitures le matin pour aller au travail. Ça faisait des trajets à choper, tu vois. Voilà. J'ai sauté des étapes, mais du coup, je conclue juste la première partie avant départ. Et après, on va passer un peu plus dans le détail sur ton voyage. Est-ce que tu avais envisagé de communiquer, parce que là, tu as lancé un Instagram, etc. Tu fais ta com dessus, mais est-ce que tu avais envisagé dès le début de communiquer sur ce projet? Et comment tu as commencé cette aventure aussi sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est mon Insta perso, ce compte Insta. Il avait déjà ce nom-là? Non, c'était genre Lisa Girard quelque chose. Ok. Et j'avais 500 abonnés 6 jours avant de partir, et 5 jours avant de partir, j'en avais 18 000. D'accord. Et donc, c'était pas du tout maîtrisé, hein. J'ai pas du tout vu le truc arriver. Ça faisait un peu peur même. Mais en gros, moi, j'aime bien Insta parce que j'aime bien prendre des photos, j'aime bien faire des stories. Comment t'expliques que c'est pété comme ça? Justement, moi, je voulais documenter mon voyage pour raconter tout ça à mes proches qui disaient que c'était fou et qui voulaient voir mon voyage. Et du coup, j'ai juste fait une vidéo où j'explique mon itinéraire avec une petite voiture qui se déplace sur une carte, etc. Et je sais pas, c'est l'algorithme Insta qui a fait buzzer cette vidéo. Elle a genre 80 000 vues ou un truc comme ça et 30 000 likes et je savais pas pourquoi. Mais juste, voilà, ça a trop bien marché et tant mieux parce que du coup, pour la cagnotte, ça a vachement aidé. En fait, c'était un peu ça le principe qui me donnait envie de continuer sur Insta, etc. Moi, j'aime trop raconter mes étapes de stop, etc. Parce que ça fait comme mon journal de bord. Je regarde mes stories et je suis trop contente d'avoir des souvenirs. Plus pour la cagnotte. Donc voilà. C'est cool à faire. Trop cool. Te voilà parti le 5 septembre, si je dis pas de bêtises, pour débuter ton périple. Est-ce que tu peux repréciser du coup aux auditeurs ton parcours, c'est-à-dire combien de pays, plus ou moins le temps par pays, enfin pas forcément le temps par pays, mais au moins là où tu as passé le moins de temps et peut-être le plus de temps, combien de kilomètres, combien de transports et peut-être le budget final par rapport à ce que tu avais prévu de base. Alors, donc je savais que je voulais mettre 4 mois de voyage et que l'Europe et la Turquie je connais assez bien parce que j'ai fait du stop et tout pendant 1 mois il y a 2 ans. Ok. Du coup, je savais que je voulais un peu zapper l'Europe et
la Turquie. Et donc, j'ai traversé tout ça en stop en 2 semaines. En 2 semaines, j'étais en Géorgie. Ouais. Donc là, j'ai fait du stop tous les jours sans m'arrêter. Ok. À partir de la Géorgie, j'ai un peu plus pris mon temps. J'ai fait des randos pendant 10 jours. J'ai vu la nature et tout, c'était trop bien. Après, je suis passée un tout petit peu par la Russie, mais juste pour rejoindre le Kazakhstan. Donc je suis passée 3 jours pour tracer. Et Kazakhstan, je m'attendais pas à y passer autant de temps, mais c'était un énorme kiff. C'était la meilleure surprise, je pense, du voyage. Ouais. J'ai passé 3 semaines. C'était trop beau, alors que je m'attendais à rien. Je pensais que c'était un pays plat avec du vide et du rien. Et c'était trop bien, les gens sont trop gentils. J'ai fait l'Ouzbékistan aussi, très beau avec plein de villes. En fait, les Mille et Une Nuits et Azur Asmar, c'est l'Ouzbékistan, globalement. C'est trop beau. Excellent. Après, j'ai passé donc 1 mois en Chine et 1 mois au Vietnam. Donc voilà, c'est bien enchaîné. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plein de petits voyages différents en un seul grand voyage. C'est tellement différent à chaque fois que je passais une frontière que je me suis pas trop lassée. Et ah oui, le nombre de kilomètres. 28 000 kilomètres. Ok. Je crois que c'est genre 140 voitures, une trentaine de camions, une trentaine de camionnettes. Ok. Plein de... 28 000 kilomètres et 15 pays, c'est ça? 15 pays, ouais. Ouais. Et ton budget final par rapport aux 2 000 € que tu avais envisagé pour tes 4 mois? Ça a été respecté. Waouh, ben voilà. Nickel. Lors de ton départ, si tu te remets justement à ce 5 septembre 2023, quel était ton ressenti? Je me sens que la veille du départ, j'étais un peu stressée. Enfin, le matin même, je me revois dans le RER. J'ai pris le RER pour aller à une entrée d'autoroute pour faire du stop vraiment aux abords de Paris. J'étais un peu en mode, imagine le premier jour, t'arrives pas à aller jusqu'en Allemagne. Imagine le premier jour, ça foire. Ouais. Du coup, j'étais un peu stressée par rapport à ça, mais juste parce que c'était le lancement, je pense. En vrai, j'étais trop contente. Ça faisait 3 semaines que j'attendais ce jour-là, donc. Ouais. Et puis tu préparais ça depuis longtemps en plus. Ouais, j'ai mis genre 5-6 mois à tout c'est ça. Est-ce que tu as réussi à te faire comprendre partout et expliquer ton projet? Non. Enfin, après, quand il n'y avait pas besoin d'expliquer le projet, tant pis, tu vois, juste tu rencontres des gens, ils se disent que t'es venu en avion, enfin, je m'en fichais, que tout le monde ne comprenne pas. En stop, les jeunes, ils maîtrisent très bien Google Traduction. D'accord. Donc ceux qui parlaient pas anglais, on faisait comme ça et c'était marrant. Et sinon, langage corporel, juste t'es en voiture avec quelqu'un. Non mais, enfin, je sais pas, mais t'es en voiture avec quelqu'un pendant 3 heures et juste les yeux, ils te sourient, ils te donnent de l'eau, ils te donnent des fruits, ils sont trop contents, ils s'en foutent que tu parles pas leur langue. Okay. Et je m'attendais pas à ce que des vieux de 70 ans parlent anglais, quoi. Et est-ce que du coup maintenant tu sais dire bonjour dans toutes les langues des pays que t'as pu visiter? Alors, on peut faire le test. Allez. Alors, les pays européens, sûrement pas, parce que j'ai passé 1 jour dans chaque pays, donc voilà. Bonjour, hallo en Allemagne, hallo en Autriche, dober dan en Slovénie. Ok. En Hongrie, j'en sais rien. Roumanie, j'en sais rien. Zdravejte en Bulgarie, merhaba en Turquie. La Géorgie, j'en sais rien, ouais. Alors j'ai passé 10 jours. Mais le géorgien, c'est assez compliqué. Et l'alphabet géorgien ressemble à l'alphabet khmer. Ah ouais? Genre, visuellement, je trouve. Ok. Voilà. En Russie, alors là, je pense qu'il y a plein de gens qui savent le dire en russe dans tes auditeurs et je sais oublié, mais j'ai passé 3 jours. En kazakh, c'était salam. Ouais. En Ouzbékistan, salom. C'est un peu comme en arabe, quoi. Ouais. En Chine, ni hao. Et au Vietnam, j'ai passé 1 mois et c'était le dernier. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est celui qui est le plus Ma mémoire est normalement. saturée, genre. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est dit, c'est pas mal. Du coup, j'imagine que ton périple a été sûrement jonché de belles rencontres. Est-ce que t'as une anecdote qui est marquante vis-à-vis d'une rencontre que t'as pu faire sur ce voyage? La famille qui m'a le plus touchée, et vraiment je me suis sentie comme à la maison, enfin c'était ultra touchant, c'est parce que c'est des gens qui m'ont accueilli chez eux et c'est pas du tout passé par l'application Couchsurfing. D'accord. Eux, ils ont jamais accueilli de voyageurs chez eux avant, etc. Et juste, je traversais la frontière entre la Bulgarie et la Turquie à pied. Ouais. Et il y a un monsieur, genre de l'âge de mon père, qui passe par la fenêtre, qui me parle en turc et tout, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Ok. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et je sais pas comment j'ai compris avec ses mains et ses yeux et tout que pour traverser la frontière, on n'a pas le droit d'être à pied et que les militaires vont faire chier. Du coup, je monte à côté de lui dans sa voiture. Enfin bref, trop sympa parce qu'en effet, il n'y avait pas le droit d'être à pied. Il voulait juste m'aider l'espace de 5 minutes quoi pour traverser la frontière. Ouais. Comme il a vu que je parlais pas du tout turc, trop mignon, il appelle sa fille au téléphone pour nous traduire la conversation en live. Oh. Sa fille qui avait genre 16 ou 17 ans. Et du coup, je lui dis, je fais du stop. Ah oui, et ce jour-là, j'étais censée dormir en Bulgarie, mais il était hyper tôt dans l'après-midi, donc je me suis dit, vas-y, traverse la frontière et va jusqu'où tu peux. Et du coup, je leur dis, demain, il faudrait que je
soit à Istanbul, mais voilà, je sais pas trop et tout. Et du coup, il m'a dit, j'habite à 1 heure de Istanbul, sur la côte, etc. Viens chez nous. Enfin, c'était sa fille qui traduisait. Mais il nous a dit, si tu veux, là, je vais dîner en ville avec une copine et après, je rentre chez moi dans la famille. Viens chez nous, vraiment, il y a pas de souci. Et tout ça, c'était traduit par sa fille. Et le mec était juste d'une générosité. Enfin, il était trop gentil. J'ai donc dîné avec lui. Il m'a invité au resto. Il m'a mis une chambre trop mignonne. Sa fille, elle était hyper touchante. Elle était stressée par ses examens. Elle était trop contente de parler anglais avec moi, etc. Okay. Et le lendemain, on est allé déposer sa fille au lycée qui m'a fait un câlin, genre, alors que je la connaissais depuis 24 heures. Ouais, c'est trop chou. Et le mec, je lui dis, je vais faire du stop jusqu'à Istanbul, mais il faudrait que tu m'aides à juste me dire où je peux acheter une carte SIM turque, parce que je suis nouvelle dans le pays, j'ai pas de carte SIM, et un peu de cash et tout. Il a pas voulu que je paye la carte SIM, il l'a payée, et il m'a mis dans un bus pour Istanbul, parce qu'il voulait pas que je fasse du stop. Mais vraiment, ce monsieur était incroyable. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Et du coup, tu disais que tu faisais principalement du couchsurfing aussi, c'est ça? Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, que tu peux expliquer? Oui. Du coup, couchsurfing, c'est une appli sur laquelle les gens, n'importe où dans le monde, les gens peuvent s'inscrire et dire ok, j'ai envie d'accueillir des voyageurs, qu'ils décrivent leur maison ou leur appart, etc. Ils disent j'ai un canapé ou j'ai un matelas ou j'ai un lit, une chambre, etc. Ils mettent des photos et tout. Et moi, en tant que voyageuse, j'ai fait un profil, je fais le tour du monde en stop, enfin pas vraiment, mais voilà, et j'ai envie d'apprendre à vous connaître. Je peux même cuisiner si vous voulez. Enfin, en gros, tu fais une petite description. T'as cuisiné pour des gens? Non, même pas. Ah, ok. Même pas. Mais c'est un mytho, voilà. Mais personne m'a demandé. Et dès que j'arrivais quand je sais que je vais être dans une ville 4 jours plus tard, je fais des recherches sur l'appli et j'envoie plein de messages à plein de gens en mode bonjour, je vais passer dans votre ville, je serais trop content de vous rencontrer, etc. Et du coup, ils m'accueillent et c'est totalement gratuit, ils sont trop contents. Ok. Tu t'y prenais du coup une petite semaine à l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est flexible. Si en stop, je voyais que j'allais plus loin ou moins loin, tu leur envoies. Mais une fois que t'as le contact avec la personne, tu lui dis en fait j'arrive demain et elle s'en fout, tu vois. Et l'inscription, si je dis pas de bêtises, sur le site est payante par contre. Ouais. C'est ça? Quand tu t'inscris, c'est genre 12 ou 15 euros, je sais plus, pour avoir dormi gratuitement chez des gens pendant 4 mois. Ça va. Ça reste rentable. Ouais. Et donc, tu te levais tôt le matin pour pouvoir faire du stop ou prendre un autre moyen de transport. Tu faisais en sorte de te coucher tôt ou d'arriver tôt dans tes différents logements, ou ça se passait comment? J'aimais bien arriver quand le soleil est pas couché, pour rencontrer les gens et un peu pour une question de sécurité aussi, tu vois. J'arrive chez les gens que je connais pas, j'ai envie de les rencontrer avec la lumière du jour. Enfin, je sais pas, voilà, c'est rassurant. Okay. Et mais après, j'avais un peu deux types de journées, on va dire. Les journées où je me déplace et les journées où je reste sur place. Quand je restais sur place, j'allais faire des visites, j'allais faire une randonnée où je visitais une ville, etc. Ouais. Et sinon, quand je me déplaçais, je partais assez tôt le matin pour anticiper la distance que j'ai à parcourir. Ok. Est-ce que tu t'es sentie en insécurité parfois? Vraiment en danger? Non, je trouve que ça a jamais été dangereux. Je me suis jamais dit, ok, là, c'est la fin de ma vie. En vrai, pendant une rando au Kazakhstan, je suis sortie du sentier dans un canyon et je me suis retrouvée vraiment à 4 pattes au bord d'un ravin. Avec mon sac au fond du ravin. Mais t'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule pendant la rando et j'étais obligée d'aller chercher mon sac parce que sinon j'étais coincée, genre. Ok. J'étais vraiment en train de glisser sur les graviers avec les mains en sang. Et puis j'étais en mode, là, c'est en vrai, si je me rate, je peux me faire vraiment très mal. Ouais. Voilà. Au-delà de l'insécurité, est-ce qu'il t'est arrivé des petites galères sur ton trajet? Oui, quand même. Alors, des petites galères, des petites touristas. Ouais, ça, j'imagine. Ouais. En entrant en Ouzbékistan et en sortant de l'Ouzbékistan, les deux c'était cocasse. En entrant en Ouzbékistan, en fait, t'as 500 kilomètres de route où il y a aucun village, c'est le désert ouzbek. Ok. Et du coup, je passe la frontière et je commence à faire du stop, il faisait froid, il pleuvait et tout. Et aucune voiture avait de la place. Je voyais que toutes les voitures étaient pleines à craquer de familles qui reviennent de mois de travail en Russie. Du coup, j'étais obligée de monter dans un camion. Donc, je monte dans un camion et j'aurais pas dû parce que la route était dégueulasse pendant 500 km, dans des trous béants, de la boue et tout. Enfin, vraiment, on allait à 15 km/h. Ok. Je suis montée dans le camion à 13h. Et à 21h, on était toujours au milieu du désert. Et j'étais en mode, ok, là, je sais pas où je vais dormir, mais je vais pas dormir chez quelqu'un. Ouais. Du coup, le mec, il me dit, en vrai, dors, enfin, voilà. Il a continué à conduire jusqu'à 2h du mat, je sais même pas comment ils tiennent. On n'avait pas à manger, on n'avait rien. Enfin, j'ai fait pipi, genre dans le désert, tu vois, c'est pas grave, mais juste, j'étais en mode, là, c'est chiant, genre, j'ai hâte d'arriver, t'as mal aux jambes. C'était un peu chiant, c'était le pire trajet, je pense. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai dormi sur la couchette, genre dans les camions, ils ont un peu des couchettes comme dans les trains de nuit, là. Ouais. J'ai dormi sur une des deux couchettes. En vrai, ça va. Enfin, oui. Même si c'était un trajet pas le plus agréable. Ouais.
Mais bon, en vrai, j'étais avec un monsieur de genre 60 balais qui parlait pas un mot d'anglais, c'est un petit kazakh, j'en sais rien. J'étais en mode, à tout moment, il verrouille les portières et c'est fini pour moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça s'est bien passé, mais j'étais pas hyper à l'aise. T'as jamais eu justement de rencontres un peu comme ça, de personnes qui sentais qu'ils te voulaient plus ou... Ah, mais les gens sont très explicites dans ces cas-là. Ok. Vraiment, les hommes, Ils savent se faire comprendre. Voilà, enfin non, mais surtout, je vais pas dire les pays parce que j'ai pas envie de les stigmatiser, mais il y a eu 2 pays où vraiment, T'as senti il y avait genre 5-6 hommes, mais ils le disent hyper explicitement. Je sais pas si je le dis. Ils le disent hyper explicitement. Ils savent pas parler anglais, par contre, ils disent sexe, comme ça. Et t'es en mode, ah waouh. pas du tout, mec, t'as 70 ans, donc arrête la voiture et bonne journée à toi. Genre, tu faisais ça, tu leur disais, stop de car, stop, bye bye. Et voilà, genre, je suis cassée. Waouh, ça fait peur quand même. Est-ce que t'as fait de belles ou de drôles de découvertes en termes de gastronomie, en termes de lieux de voyage, d'activités un peu atypiques ou même de transport atypique? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, d'abord la gastronomie peut-être. Alors, tu parles des touristes là. Est-ce que t'as mangé des trucs de dingue En vrai, c'est même pas les trucs bizarres qui m'ont donné la tourista. Genre, en Turquie, je pense que juste j'ai mangé des crudités, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment... Mais les trucs bizarres, c'est que j'ai mangé du cheval au Kazakhstan. Ok. J'ai pas choisi, on m'a vraiment mis le plat sous le nez. Est-ce que c'était bon? C'est un peu fort, mais j'ai pas trop aimé. D'accord. Par contre, j'ai mangé du yak en Chine, c'était trop bon. D'accord. C'était délicieux. Au Vietnam, j'ai pas mangé de trucs chelous, mais j'ai vu des trucs atroces sur les marchés, genre des tortues coupées en canne, des serpents, des insectes, des trucs trop bizarres. Est-ce que t'as vu des chiens et tout? Ouais, des chiots en cage, voilà. Mais gros coup de cœur, quand même la nourriture chinoise et la nourriture vietnamienne, je m'en lasse pas. Voilà, c'est la nourriture. Le lieu de voyage. Le Kazakhstan. Ouais. C'était magnifique. Et la Géorgie. En fait, j'aime trop la nature, les randos, les balades et tout. Pour ça, la Géorgie et le Kazakhstan, c'était le mieux. D'accord. Mais après, pour un peu l'intensité, les visites, la culture, la Chine. La Chine, c'était fou. C'est vrai. L'activité, du coup, la plus atypique? Activité, j'arrive pas à savoir quelle activité j'ai fait. T'as fait des randos, tu faisais des randos? Ouais, mais c'était pas trop atypique. La rando canyon où t'as failli te... Ouais, tomber dans le ravin, celle-là, elle peut être assez atypique, finalement. Ouais, non, mais ça, c'était juste inconscient de ma part. D'avoir lancé mon sac sans regarder la hauteur, mais c'est vrai. Non, sinon, j'avais pas le transport? Le transport, j'ai fait de la moto pour la première fois, pas du scoot, genre une vraie moto qui va à 150 km/h. Que t'as conduit toi-même? Non, j'étais derrière le mec en mode, mais en stop, du coup, il était trop gentil, c'était en Turquie, de toute façon, c'est les gens les plus hospitaliers pour moi. Ok. J'étais en Turquie en train de faire du stop, et il y a 3 motards qui s'arrêtent, il y en a un qui me donne un casque, un qui prend mon sac j'ai passé 3 heures avec eux quand même, et Mais ils se sont arrêtés volontairement comme ça, en te voyant sur le bord de la route? Ils se sont dit, bah, elle va où elle? On va l'aider, tu vois. Ok, trop sympa. Et en voyant que j'allais au même endroit qu'eux, ils m'ont pris pendant 3 heures, on a déjeuné ensemble. En vrai, c'est des petites sensations, la moto. J'étais trop contente, c'était trop bon. Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire? Oui. Mais en plus, j'ai des potes sur Paris qui sont en train de passer le permis moto, donc voilà. Ok, cool. Quand est-ce que t'es arrivée à Phnom Penh? Je suis arrivée le 31 décembre 2023. Wow. Ouais. Donc, t'es arrêtée, comment tu te sens? La première semaine était ultra crevante, mais pas... Enfin, je sais pas si c'était un contre-coup du voyage ou l'arrivée à PSE, c'est peut-être comme ça pour tout le monde, mais tous les prénoms, les infos, tous les lieux, tous les trucs à revenir, j'étais épuisée. Genre, vraiment, je piquais du nez au bureau et tout, c'est chaud. Mais là, je me sens très bien, ça fait ça. Okay. Est-ce que t'as trouvé ton voyage trop long ou trop court? J'étais un peu trop court, j'étais un peu frustrée. Je sais que la Turquie et l'Europe, si j'avais pu, j'aurais passé 1 mois chacun, tu vois, je l'ai fait en 2 semaines. Ouais, profiter plus de l'Asie. Mais le Vietnam, j'étais trop frustrée parce que j'ai passé 1 mois et c'est tellement immense comme pays. Vraiment, j'aurais pu y passer facile 1 mois et demi, 2 mois. T'as fait la Loue? Ouais, j'ai fait. T'as aimé? Ouais, c'est trop bon. Ouais. J'ai pas fait Sapa, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Et j'ai eu 1 semaine de pluie. Enfin, bref, Vietnam, un peu frustrant. J'ai adoré, mais du coup, frustrant. Ouais, c'était frustrant. Ouais. Et est-ce que du coup, t'aurais aimé continuer? Enfin, admettons, ta destination aurait été plus loin que le Cambodge, tu l'aurais fait? T'aurais aimé faire ça plus longtemps encore? Ouais, de ouf. Ouais, il y a des pays tu vois, le Kirghizistan, en chemin, je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de temps. Il y avait plein de trucs, c'était bien, quoi. Okay. Maintenant qu'on est en 2024 et que t'as fait ton périple des plus ou moins 4 mois,
quel conseil t'aurais donné à la Lisa du 5 septembre 2023? Ouais, en vrai, c'est une trop bonne question. J'ai pas encore fait d'introspection à ce point-là. Peut-être, c'est trop bizarre parce que j'ai rencontré tellement de personnes, mais de plus poser des questions aux gens. Il y a des trucs où j'étais peut-être un peu timide, un peu sur la réserve. Après, j'aime pas poser des questions pas appropriées et tout, en fonction de la culture, tu vois. Mais il y a des sujets qui m'intéressent trop, tu vois, la religion, je sais pas, l'éducation sexuelle, des trucs comme ça. Et qui t'as pu avoir des échanges quand même oui. Un peu profonds avec des gens avec qui je passais plusieurs jours, oui, et qui étaient un peu plus occidentalisés, un peu plus ouvert d'esprit, etc. Oui, de ouf, et c'était les conversations les plus intéressantes. Donc c'est pour ça, il y a des pays ou des cultures où je sens que je suis passée à côté d'un truc sur ça, tu vois. Ça marche. Donc tu dirais pas, Lisa, du 5 septembre de prendre d'autres paires de chaussettes ou... Non. Ok, on va les Ça marche. Donc à ton départ, tu avais lancé une cagnotte pour PSE. Est-ce que tu peux nous indiquer son montant actuel et combien de temps il reste pour participer? Pour l'instant, on a récolté 4 131 €. Donc c'est cool. Et en vrai, je pense que je vais la laisser ouverte tant que je suis à PSE parce que je profite un peu de mon nombre d'abonnés sur Insta pour parler de PSE, parce que les gens, du coup, comme ils se sont un peu, entre guillemets, attachés à moi pendant les 4 mois de voyage, il y a plein de gens qui me posent des questions sur le volontariat, sur l'asso, c'est cool, montre-nous tes lieux de vie, etc., comment ça se passe, quel rôle t'as et tout. Pour l'instant, j'ai pas trop répondu, mais je vais le faire, si ça peut donner envie aux gens de participer à l'aventure PSE, voilà. C'est un bon relais de communication, d'ailleurs, merci pour ça. Et justement, ta communauté sur Insta, tu leur réponds en direct. Comment t'as des interactions avec ta communauté? Déjà en postant des photos et des stories, et du coup les gens commentent beaucoup et ils répondent à mes stories, etc. Donc souvent je réponds aux questions qui me semblent le plus revenues, enfin le plus répétitives. Mais après parfois dans les DM j'ai des trucs plus spécifiques, plus personnels, et j'essaie de répondre parce que des fois c'est trop touchant. Sur Insta c'est fou, hein. Les gens ils s'attachent à quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Genre j'ai eu des gens qui me disaient merci, tes stories, il y a tellement de bonne humeur que je regarde tous les jours et ça me change un peu de mon quotidien qui est triste en ce moment. Oh non. Comme ça, tu vois, je suis obligée de répondre en vrai. Ouais. Du coup, même les trucs qui sont des questions qui reviennent moins, si c'est vraiment intéressant ou touchant, je réponds parfois par des vocaux quand j'ai le temps. T'as beaucoup de sollicitations? Oui, et j'arrive pas du tout à répondre à tout. C'est affolant. Genre les DM, ça fait peur. Mais ça y est, t'es rentrée dans la case influenceuse du coup? Je sais pas qui définit la case influenceuse, mais les invitations, les demandes de messages, je suis incapable de tout répondre. Ah waouh, ouais. Voilà. Okay. Et ça c'était il y a 2 jours. Oh waouh. Ok, impressionnant. Ça prend trop de temps. Ouais, je comprends. Surtout que t'as eu un pic d'un coup et que finalement il y a personne qui t'a préparé à... J'ai pas eu le temps de m'habituer. Ouais, c'est ça. Et aussi moi c'est pas du tout mon but. Enfin j'ai pas envie de passer 6 heures par jour sur Insta à répondre à des messages. Oui, je comprends. J'ai pas envie d'être obsédée par ça, j'ai pas envie d'être obsédée par le nombre de commentaires et tout. Du coup j'essaie de m'en détacher et de me dire ils vont pas être vexés si je réponds pas. On va passer sur la dernière partie qui est l'après-voyage. T'es arrivé à PSE pour un volontariat de 6 mois. Donc t'as dit t'es arrivé le 31 décembre à Phnom Penh. Ma première question c'est déjà, est-ce que tu es bien installée? Oui. En vrai c'est trop cool, ils ont des volontaires, je suis très contente. Et est-ce que ça fait plaisir de pouvoir enfin poser ses affaires et déballer son sac? C'est un luxe de fou. Avoir une machine à laver, des chaussettes propres. ouais c'est cool. Ok. Quand est-ce que t'as entendu parler de PSE du coup pour la première fois et comment t'as choisi de te lancer dans cette aventure avec PSE justement? Quand j'étais au lycée, j'ai vu le film Les Pépites. Ouais. C'est un film marquant quand même, donc j'avais un peu PSE dans un coin de ma tête, etc. Et comme je fais un master en rapport avec les actions humanitaires, l'intitulé de mon master c'est politique internationale et action humanitaire. D'accord. Du coup, je savais que je voulais un peu bosser là-dedans. Donc ce volontariat, en vrai c'est un peu l'équivalent d'un stage, tu vois, ça va me former pour plus tard, etc. Ouais. Et voilà, je suis très contente. Et du coup ici, quelle sera ta mission, ou tes missions en tant que volontaire à PSE? Je fais partie de l'équipe d'anglais. Et du coup, mes collègues, c'est tous des profs d'anglais Khmer. Okay. Et ils aident ponctuellement sur certaines activités, sur certains clubs d'anglais, des clubs de conversation, aller parler aux étudiants pendant les récrés. Je suis assignée à certains endroits dans le campus, etc. Donc, voilà. T'es arrivée il y a peu maintenant. Quelles sont tes premières impressions sur le campus, sur les enfants, pour ceux que tu as pu déjà croiser, sur tes collègues et sur la vie de manière générale au sein de Pour un sourire d'enfant? Pour moi, le truc commun à tout ça, c'est l'énergie. L'énergie qu'ont les gens, les sourires.
Enfin, la positivité, c'est fou. Genre, j'ai jamais autant souri que depuis que je suis à PSE. Mais pour tout et n'importe quoi, tu croises quelqu'un qui te connaît pas, il te sourit et il te dit Good afternoon, teacher. C'est trop mignon. C'est vrai. Et juste, je faisais de la slackline avec les étudiants pendant 1 heure. Et j'ai souri pendant 1 heure non-stop parce que ils apportent de la positivité à tout et n'importe quoi. C'est trop agréable. C'est vrai. On finit par avoir mal au joue, en fin de journée. J'avoue que c'est un peu le même ressenti que j'ai eu en arrivant ici. Est-ce que tu as des attentes ou des objectifs lors de ces 6 mois ici? Vis-à-vis de PSE, non. Enfin, j'ai envie de vivre le truc à fond. En fait, ce qui me fait trop envie, c'est les volontaires qui sont là depuis 3 mois et qui connaissent les prénoms des étudiants, qui connaissent personnellement les étudiants, etc. Ça, j'ai trop envie d'avoir ce contact-là et ça cool. Enfin, je trouve que ça a vraiment un sens. Et après, dans les à côté, vraiment découvrir le Cambodge, certains week-ends, voilà. Donc, à la fin de ton volontariat, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment comptes-tu rentrer en France? Quels sont tes projets à l'issue? Je serais bien rentrée en stop, mais il faut que je finisse mon master à Bordeaux. Du coup, il faut que je sois rentrée pour septembre. Donc, je pense que je vais être obligée de prendre l'avion parce que ça me paraît trop short. Et si je le fais que en train, ça coûte beaucoup trop cher. Et qu'en stop, c'est trop court. Du coup, je pense que je vais prendre le vol, genre le plus court et le plus direct et le moins cher en même temps, qui est Bangkok-Istanbul. Ok. Vu que c'est des hubs internationaux. Je pense que pour aller à Bangkok, je vais faire du stop et de Istanbul à Paris, du stop. Ok. Ça prendra un peu moins de temps. Trop bien. Es-tu fière de ce projet? Oui, je suis très fière. Je suis trop contente. Tes proches, ils le sont aussi. Ils t'ont fait un retour là-dessus? Ouais, mes parents sont vraiment contents. Mon frère aussi. Enfin, en vrai, ouais, je suis trop contente. Mes potes, mes parents, mon frère, etc. Tout le monde est trop content pour moi, mais surtout, moi, je suis trop fière d'être arrivée là, sans prendre l'avion. Enfin, des fois, j'y repense. Je me dis, mais attends, j'ai pas assez process le fait que traverser la planète sans prendre l'avion. Ouais, c'est assez fou. Mais en tout cas, félicitations. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour l'accueil à PSE. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!